Était-ce une simple coïncidence ou le destin avait-il décidé rageusement de se divertir à mes dépens? Je concevais aisément que la légende de ce récif fantomatique ait pu parvenir jusqu'ici, et que l'excentrique propriétaire de cet hôtel miteux ait cru pertinent d'attribuer ce nom pernicieux à son sordide refuge. Isolé, tel un écueil abandonné dérivant pitoyablement sur les rives de cette banlieue paumée de Londres. Mais je trouvais tout de même curieux que mon père ait choisi d'établir ses quartiers précisément aux abords de ce répugnant immeuble délabré. Là encore, je profitais du frugal encart que proposait l'unique plat inscrit sur la carte du restaurant pour me renseigner sournoisement sur le mystérieux détenteur de ce bouge à sommeil. Et je ne fus qu'à demi échaudé lorsque la frêle serveuse vint déposer nonchalamment 2 œufs au plat sous mon nez en me dévoilant naïvement le nom de son employeur. Il n'y a pas que cet hôtel. Les Morlocks possèdent aussi tout le reste de la rue. Lâcha la jeune femme chétive et si fragile qu'une simple tape dans le dos aurait suffi à lui déboîter un os. Mais c'était bien le nom malencontreusement familier des Morlocks qu'elle venait de prononcer avec un sensible dégoût dans la voix. « Et vous savez d'où provient le nom peu commun de cet hôtel ?» enchaînai-je en voilant ma surprise. Vous n'êtes pas du coin, vous. Français, je parie ? En effet, me voilà démasqué. Ça vient d'une vieille légende de pêcheurs, le récif du diable. C'est une terre inaccessible où reposent les âmes de tous les marins qui se sont abîmés dans les mers glaciales et déchaînées du Grand Nord. Alors je pense que chez les Morlocks, on cultive un certain sens de l'humour noir. Ce Morlock loge-t-il loin d'ici ? Oh, pas si loin que ça. Il est juste au-dessus de votre tête. Sur l'instant, j'eus ce ridicule réflexe de lever les yeux au plafond. Elle ne put réprimer un bref éclat de rire avant de poursuivre. Mais non, que vous êtes bête. Il n'est pas scotché au plafond. Il occupe juste le dernier étage de cet immeuble. Comme si elle venait subitement de me révéler qu'une épée de Damoclès pendait impitoyablement au-dessus de mon crâne, déjà bouillonnant d'émoi. Toutefois, je fus heureux de constater que cette peureuse réaction de ma part avait partiellement contribué à redonner un semblant d'éclat au teint livide et rompu qu'elle charriait avec indolence. Puis elle retourna à ses fourneaux en secouant à nouveau sa tête de désolation. J'avais au moins égayé sa matinée. La mienne s'annonça plus morose lorsque je revins au bureau pour commencer à défricher les nombreux dossiers que mon père y avait accumulés. Son propre tableau d'investigation ne m'en apprit guère davantage, si ce n'est qu'il en était parvenu aux mêmes conclusions que les miennes. Je ne sais comment il avait découvert l'existence de cet héritage abîmé dans les mers du Nord, mais tout comme moi, il lui avait semblé anormal qu'après la mort de Warren, plus personne n'osât jamais y remettre les pieds. Je découvris même avec une certaine admiration qu'il était parvenu à se rendre jusqu'au manoir en toute discrétion en se faisant passer pour un simple matelot et pouvoir ainsi poursuivre son enquête sans pour autant avoir à révéler de son véritable nom le lien de parenté qui le rattachait amèrement à cette île diabolisée. Toutefois, les étranges circonstances de sa mort demeuraient nébuleuses et pour le moins déconcertantes. Maître Orbu m'avait fourni une première version des faits qui me sembla déjà quelque peu bancale. Un banal suicide d'après les conclusions du légiste. Son corps inerte avait été retrouvé par le propriétaire du bureau, allongé sur le lit où j'avais moi-même dormi le premier soir. Pourtant, et je retournai de ce pas m'en assurer, il ne subsistait pas la moindre trace du sang qui, en toute logique, aurait dû gicler abondamment sur le matelas, le sol et les murs lorsqu'il eut soi-disant appuyé sur la détente de son 45. Un nettoyage trop méticuleux était probablement parvenu à redonner son aspect originel à ce petit local, néanmoins funeste à jamais. Mais je devins d'autant plus suspicieux sur la véritable cause de sa mort lorsque Fichemont, le type des pompes funèbres, m'énonça une toute autre version des faits lorsqu'il me restitua la précieuse urne contenant les cendres de mon père. Car quelque chose ne collait pas avec les différents horaires de cette sombre et macabre nuit fatidique. Pour lui,
mon père avait certainement été victime de représailles judicieusement maquillées en suicide et probablement orchestrées par l'un de ces nombreux escrocs qu'il avait de cesse d'envoyer séjourner en prison. Car le soir de sa mort, m'expliqua le gérant, Édouard était justement passé au funérarium pour y récupérer certaines archives concernant une antique concession familiale. Et lorsqu'il s'en retourna vers ses bureaux de Colarbor Lane, l'île de Croque-Mort me certifia qu'un homme dépenaillé, à la démarche boiteuse et bancale, lui avait aussitôt emboîté le pas. Il était alors 21h, car l'établissement funèbre ferma ses portes juste derrière lui. Cependant, le propriétaire du bureau n'avait appelé la police que 20 minutes plus tard pour signaler l'incident et certifia par la suite n'avoir croisé personne de suspect au détour des couloirs, ni même dans la rue, peu fréquentée à cette heure tardive. Alors, l'agréable sourire que j'avais malencontreusement provoqué sur le faciès de la serveuse d'à côté me revint à l'esprit accompagné de cette phrase insidieuse qu'elle avait alors prononcée. « C'est toute la rue qui appartient au Morlock. » Dans ce cas, le propriétaire de ce bureau qui avait trouvé mon père et en avait ensuite informé la police, celui vers lequel, moi, j'aurais tout de suite orienté mes soupçons, n'était autre qu'un membre de cette détestable famille Morlock. Et certainement le plus fourbe de tous, le patriarche, le doyen de cet odieux clan dégénéré. Le seul fait de le savoir à quelque dérisoire mètre de moi m'infligea d'emblée un irrépressible spasme d'effroi, d'autant que le téléphone sonna au même instant. Avais-je encore fait preuve de négligence en signant de mon vrai nom la facture du restaurant, sans quoi le combiné posé sur le pupitre de mon père n'eut aucune raison de se mettre à grelotter subitement de la sorte. En toute franchise, je m'attendais à découvrir quel son pouvait avoir la voix de cette jeune serveuse au travers d'un écouteur téléphonique. Au pire, le timbre trébuchant de celle du petit notaire m'aurait passablement contenté. Ce que je m'efforçais de comprendre parmi les gémissements gutturaux et glapissants que tentait pitoyablement de déglutir cet inconnu à l'autre bout du fil m'envahit progressivement d'une incoercible montée de haine, mêlée de dégoût, d'effroi et de répugnance, mais aussi d'une fatale impuissance face à celui que je finis par deviner derrière l'agaçant croassement de ce rauque batracien. Monsieur Pierce, permettez-moi tout d'abord de vous présenter toutes mes condoléances pour le décès de votre père. J'ai appris par hasard que vous étiez à Londres, et si cela ne vient pas contrarier vos actuelles préoccupations, je serais néanmoins ravi de faire votre connaissance, d'autant que quelques mètres dérisoires nous séparent à peine. La voix gélatineuse avait une étrange façon surannée de s'exprimer, comme si chacun de ces mots avait été judicieusement prémédité afin de provoquer un profond mal-être. Ce ton neutre et impartial n'augurait pas une simple rencontre cordiale en toute innocence, mais dénotait franchement que mon interlocuteur profitait déloyalement de ce coup de fil lâchement instrumenté pour tester ma capacité à démailloter la grotesque allégorie de ses propos à double sens. Pourtant, j'étais tout de même curieux de voir à quoi pouvait ressembler l'assassin présumé d'Édouard. Excusez-moi, mais à qui ai-je l'honneur ? Mais l'excuse, monsieur Pierce, ce récent incident me fait déroger aux plus courtoises des civilités. Permettez-moi de me présenter. Sly McMorlock, le propriétaire du bureau où nous avons découvert la dépouille de votre père. Là encore, en employant sciemment le mot accident au lieu de meurtre ou suicide, il offrait délibérément une troisième éventualité à l'inexplicable décès d'Edward, afin d'obscurcir davantage les méandres déjà fort ténébreux de cette histoire indigeste. C'est pour cela que, sans me laisser déstabiliser par les métaphores douteuses avec lesquelles Sly Morlock tenta bassement de me soudoyer, je pris note du rendez-vous qu'il me proposa pour le soir même dans ses appartements situés au sommet du récif du diable.
Quelle arrogance, quel manque de respect de me relancer ainsi, en venant délibérément remuer la lame gangrénée de son couteau empoisonné dans les chairs de mes plaies encore fraîches. Suite à quoi, je repris plus frénétiquement encore mes recherches. Et ma persévérance allait être bien mieux rétribuée que ce à quoi je m'apprêtais. Toutefois, j'étais déjà investi d'une horrible appréhension lorsque dans le fond du petit placard branlant situé sous l'unique point d'eau de la pièce, en tapotant de l'index sur le panneau de bois situé derrière les quelques cadavres relégués d'un mauvais Bourbon, je pus percevoir le son creux d'une cavité dérobée d'où je tirai sans plus attendre 3 robustes valises de cuir fermement verrouillées à dessein. J'identifiai expressément les 2 premières comme étant respectivement un magnétophone à bande assez rudimentaire pour la plus sombre et certainement un antique projecteur 35 mm pour celle d'un aspect turquoise, au dire des petites plaques de métal apposées sur chacune d'entre elles. Mais je devinais sans peine le sinistre contenu que dissimulait encore la 3e, qui, en toute logique, devait regrouper toutes les odieuses bobines illicites qu'Edouard était parvenu à cumuler au cours de ses propres recherches. Là encore, en découvrant toute l'atrocité de l'impact que pourraient avoir ces révélations indicibles sur notre civilisation inculte et profondément ensommeillée, mon équilibre déjà fortement abrasé allait s'enliser encore plus inextricablement dans la mélasse poisseuse de cette démence qui me menaçait déjà farouchement. Après avoir forcé les serrures des valises, placé une première bobine sur le projecteur et baissé les stores, je lançai à contre-cœur la plus effrayante de toutes les séances de cinéma d'épouvante que nul ne devrait jamais être autorisé à visionner. Ce que les images saccadées de ces vieux films surannés tentaient désespérément de démontrer à mon esprit, qui venait déjà de se déconnecter de la réalité, était l'évidence indéniable et presque tangible sur l'instant que non loin d'ici, et à l'insu des Béotiens, évoluait une espèce de créature abyssale aux proportions incommensurables et dont personne ne serait à même de définir ni la date précise de son origine pluriséculaire, ni la teneur de son régime alimentaire, et encore moins les ambitions de ses sombres aspirations. La seconde bobine me sembla correspondre à la photo de cet abominable monstre marin surgissant des mers que j'avais découvert avec effroi dans les cartons moisis du manoir. Mais rien ne pouvait prévaloir sur la terrifiante promiscuité que provoquait instantanément sa grotesque animation cinématographique. Si ce monstre était bien réel, il surpassait de loin la plus imposante de toutes nos chimères mythologiques. Oser simplement défier son regard, c'était déjà renoncer à la vie. De même, et d'une façon tout aussi inconcevable, ces insupportables documents amateurs révélaient sans la moindre retenue l'existence manifeste d'une multitude d'autres monstruosités tout aussi répugnantes et inacceptables. Certaines semblant tendre vers un déplorable compromis entre l'homme et le poisson, tels d'épouvantables avortements mutants échoués de folles expériences tant hasardeuses que calamiteuses. Quant aux autres, elles demeuraient tout bonnement indescriptibles, mais faisaient néanmoins légion. On ne pouvait s'accorder que sur un fait en visionnant ces effroyables images. De telles atrocités ne pouvaient foncièrement avoir été engendrées par la nature elle-même. En fin de pellicule, les divulgations qui n'avaient pu être filmées se trouvaient regroupées sous la forme d'un simple montage photographique, dont l'horrible chronologie décroissante des images avait été judicieusement agencée pour dénoter l'évidence de cette lente dégénérescence incoercible. Mais bien sinistrement, je ne pus m'empêcher d'assimiler ces odieux visages à demi décomposés à ceux qui s'estompaient avec disgrâce derrière les volets des rues de Darkwater au passage des inopportuns. L'immense
Mon putréfaction débutait par de simples croûtes anodines à la surface de la peau, mais qui rapidement se propageaient sur toute la surface de l'épiderme en de multiples pustules verdâtres d'un aspect répugnant et gorgés d'un jus infâme et détestablement odorant. Puis survient l'étrange métamorphose, où la victime de cette gangrène purulente et dévorante revêt peu à peu sa future silhouette de batracien, en subissant de redoutables, d'épouvantables, d'impitoyables et certainement insurmontables mutations. Je n'entendais rien dans ce lent processus autant morbide qu'irrationnel, et je dus me rabattre sur les bandes audio pour commencer à assimiler quelques-unes des bases rudimentaires de cet insondable phénomène de régression. D'autant que je n'avais plus assez de courage pour placer une troisième bobine de film sur ce satané projecteur, les deux premières m'ayant déjà suffisamment déstabilisé. Je me souviens être resté longtemps à contempler d'un regard vide et inconscient le petit cadre blanc qui persistait à vaciller sur le mur en fin de projection, comme une énorme phalène de sureau agrippée farouchement à son écorce. Mon cerveau n'avait de cesse de rationaliser ces incompréhensibles visions par toutes sortes de subterfuges dérisoires, mais dans mon fort intérieur, une graine envenimée venait d'être semée et commença lentement à germer dans mon esprit sous la forme d'un nouvel afflux de questionnements existentialistes. Qui étaient ces monstres fabuleux qu'on ne trouvait même pas dans les livres, et d'où venaient-ils? Des profondeurs du cosmos ou de celles abyssales de notre propre planète? Que cherchaient-ils et quelle sorte d'abominables dessins pouvaient bien se masquer derrière de si répugnantes apparences? Je ne pouvais me soustraire à regrouper l'ensemble de toute cette dégénérescence dépravée en une même et unique famille innommable, provenant certainement de nos propres tréfonds abyssaux, mais je ne m'expliquais comment ils étaient parvenus à s'éclipser du reste du monde, survivant ainsi depuis l'aube de l'humanité, probablement sans même éveiller le moindre soupçon sur leur présence ici-bas, hormis les récits enjôlés et fabulateurs de quelques vieux loups de mer toujours avides de bon public, ou dans l'imagination trop débordante d'un écrivain visionnaire pourvu d'un esprit atrocement torturé. Lorsque j'eus recouvert un semblant de lucidité, je restituai le projecteur à sa valise azurée et m'emparai de celle au ton cramoisi. À l'intérieur, j'en tirai un magnétophone qui me parut encore tout à fait fonctionnel. Les bandes magnétiques étaient dispersées pêle-mêle parmi les bobines de film de la troisième valise. J'en piochai une au hasard que je plaçai sur son socle. Je fus tout d'abord surpris, puis rapidement attendri en auditionnant la voix à peine modifiée que cracha subitement le haut-parleur, car cette intonation froide et pondérée que j'avais presque oubliée me propulsa sans ménagement d'une vingtaine d'années en arrière. C'était la voix d'Édouard, telle que ma mémoire de gosse l'avait inconsciemment préservée. De son timbre éloquent et pertinent qui me parvenait soudain depuis l'au-delà, Édouard dénonçait ouvertement à qui découvrirait ses bandes tout ce qu'il avait pu recueillir sur les pratiques délictueuses de ces êtres irresponsables, et dont nul ne serait capable d'embrasser l'ampleur de leurs insidieuses ramifications, car il affirmait catégoriquement que certains d'entre eux se dissimulaient sournoisement parmi nous. Je tressaillis d'effroi en me souvenant du rendez-vous prévu dans la soirée avec le doyen grabataire des Morlocks, qui, perché au sommet de son récif diabolique, devait déjà saliver d'impatience à la simple idée de m'avoir si aisément emmailloté dans ses inextricables filets. Quel pouvait bien être le véritable motif de cette étrange convocation? Jusqu'à présent, je n'avais pas jugé nécessaire d'informer la police de toutes ces présomptions qui me taraudaient, ni même de cette agression dont j'avais été la victime à Darkwater. D'ailleurs, je doutais amèrement que cette île reléguée fût soumise à une quelconque forme d'autorité. Par-delà la Tamise, il me sembla reconnaître le son lointain de Big Ben ponctuant midi, mais pour être franc, cette brève projection illicite avait totalement ôté la notion de faim de mon esprit encore sensiblement nauséeux,
et je préférais consacrer les quelques heures qui me séparaient de ma rencontre avec le vieux Morlock pour tenter d'en apprendre davantage sur lui et ce que tentait gauchement de masquer les coulisses de toute cette mise en scène bien trop théâtrale. Je poursuivis donc assidûment l'exploration rigoureuse de cet attristant témoignage audiophonique, mais n'étant pas mieux éclairé par les sciences confuses de la chimie que par celles prodigieuses des mathématiques, il me fallut traduire bon nombre des termes scientifiques énoncés à l'aide d'un vieux Larousse avant de pouvoir embrasser le véritable sens profond de toutes ces ineffables révélations. Car la voix solennelle de mon père relisant ses propres notes et que venait à présent recracher en grésillant le petit haut-parleur du magnétophone trouvé dans le placard évoquait désormais des noms peu communs, aux consonances certes familières, mais dont la définition correcte reste souvent imprécise ou hasardeuse, tels que l'adrénaline, la dopamine ou la sérotonine, ou d'autres aux conséquences bien plus nébuleuses encore, comme la noradrénaline, l'acétylcholine ou plus simplement le GABA, plus facile à prononcer mais dont la fonction au sein de notre corps n'est pas mieux assimilée par notre esprit pour autant. Toutefois, au terme de ces longues heures d'écoute aussi captivantes qu'alambiquées, je dus me résoudre à l'évidence que toutes ces drogues surpuissantes générées par nos synapses lors de certaines occasions bien précises constituaient les ingrédients primordiaux d'une infâme bouillabaisse alchimique dont ces êtres répugnants aux mœurs dépravées se délectaient goulûment et insatiablement, comme si ce nectar inestimable fût pour eux la quintessence indispensable à leur détestable prolifération, et qui de surcroît aurait la capacité de leur prodiguer d'inconcevables pouvoirs surnaturels. Malencontreusement, hormis un nom demeurant sibyllin, Édouard n'eut jamais l'occasion d'approfondir ses recherches, car c'est lorsqu'il s'aventura trop près de la vérité qu'il disparut alors aussi mystérieusement qu'inopinément. Lorsque le ciel marbré de ces nuages mordorés se fut suffisamment assombri pour déclencher la traditionnelle farandole des petites lucarnes domestiques qui s'illuminaient progressivement au hasard des quatre coins de la ville, comme autant de lucioles dispersées dans un champ crépusculaire, je m'enquis de l'heure, endossa ma veste, glissa mon colt dans mon dos et prit résolument la direction de l'ascenseur qui allait me hisser jusqu'au garde-fou du Devil's Reef, comme on mène le condamné au sommet de son échafaud.